Donc, nous allons poursuivre avec une présentation des faits marquants du projet Gemini, qui est dans le pilier microbiote et santé. Donc, nous allons avoir une très brève introduction par Karine Clément, qui est la coordinatrice, puis par Axel Rançon, qui va nous présenter un article, qui est étudiant en thèse, qui va nous présenter un article récemment publié dans Gut Microbes. Merci beaucoup. Merci. Juste brièvement, donc dans Gemini, on met en relation des données du mode de vie, alimentation, du microbiote de la partie haute de l'intestin, donc du duodénogénome, et des phénotypes cliniques et biologiques. Donc il y a des études un peu de cohorte et d'études d'investigation clinique. Alors qu'est-ce qu'on a fait durant cette année? Très brièvement, en moins d'une minute, on a structuré le projet. Il y a eu beaucoup de travaux sur les modèles, et en particulier, en fait, dans le projet, il y a à la fois une étude clinique, mais également une étude en modèle porcin, on va y revenir, des travaux sur le travail sur les entéroïdes du géjunome, parce que en fait, vous imaginez bien qu'il y a des développements en fait, à faire sur ces questions-là, et effectivement, la mise en place des pipelines sur le multi-omique. Et donc, ce que va vous montrer dans un instant Axel Rançon, qui est en thèse et qui travaille aussi à l'interface avec un autre projet PEPR. Donc, ça montre aussi les projets en collaboration qui se développent. Donc, on a également des résultats sur, finalement, l'impact précoce du changement alimentaire sur le microbiote de la partie haute de l'intestin. Et il y a eu d'autres développements également de modèles sur des modèles de pénétration de bactéries modèles, en fait, également dans du mucus. Donc tout ça, ça nous a permis déjà de parler du projet dans différentes conférences internationales, en particulier au Keystone. Donc vous avez quelques publications ici à droite, mais encore une fois, Axel va en parler. Et puis des contraintes qui sont des contraintes, vous imaginez bien, toujours d'ordre réglementaire, puisqu'à chaque fois qu'on fait des études cliniques, c'est toujours plus long que prévu pour l'obtention des accords éthiques. Et puis, voilà, je le dis, de signature du consortium entre les tutelles. On était un peu surpris que ça mette autant de temps. Voilà, et donc, place aux jeunes, Axel va vous présenter un résultat sur le microbiote du géjunome. Donc, bonjour, donc, je vais vous présenter d'une part le projet qu'on a publié, mais surtout les perspectives de ce projet et la suite un peu de ce projet, de ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, comme vous le savez, le microbiote il est crucial pour l'hôte. Il contient beaucoup plus d'informations génétiques que l'hôte n'en a. Et ce microbiote intestinal est spécifique à chaque personne. On va avoir des déterminismes liés à la génétique de l'hôte, mais également différents facteurs externes tels que la pollution, le stress ou l'alimentation. Et ce microbiote va être crucial par la libération de différents métabolites et composants qui vont pouvoir d'une part réguler les fonctions au niveau local et systémique, telles que l'immunité ou le comportement de l'hôte. Cependant, la majorité des études qui ont été réalisées sur le microbiote ont été faites sur le microbiote fécal. Et une précédente étude réalisée au laboratoire Nutriomix a montré que l'intestin grêle avait des corrélations beaucoup plus significatives avec le phénotype ou l'alimentation de l'hôte comparé à ce qu'on pouvait retrouver au niveau de la salive ou des fesses. Et de plus, ce microbiote intestinal au niveau de l'intestin grêle, il va avoir un rôle dans l'absorption des nutriments, la protection, la sécrétion de différentes entérohormones pour réguler l'appétit. Et il va y avoir une forte interaction entre l'intestin grêle et le microbiote, à la fois par la régulation de la composition et de la structure de ce microbiote. Et ce microbiote va permettre de réguler différentes fonctions et va être associé au développement d'une bonne santé, ou plutôt de maladies métaboliques, via la sécrétion de différents composants et métabolites. Et donc l'intérêt de ce projet, c'est un peu d'identifier quels sont les métabolites qui vont avoir un impact et par quels mécanismes ils vont impacter l'hôte. Et donc, parmi les différents candidats, on s'est penché plus particulièrement sur le peptidoglycane, qui est un composant majoritaire de la paroi bactérienne, qui va être reconnu par les récepteurs de l'hôte, en particulier les récepteurs NOD. Et donc, pourquoi ce métabolite en particulier? Parce qu'il est présent en grande quantité chez l'hôte, et qu'après une dysbiose, on va avoir un déséquilibre dans la présence des fragments de peptidoglycane présents, ce qui peut conduire à différentes altérations, comme une augmentation des cytokines pro-inflammatoires ou une résistance à l'insuline. Du coup, le projet, c'était un peu de voir comment des facteurs externes comme l'alimentation pouvaient favoriser le développement de différentes maladies par une altération du microbiome de l'intestin grêle. C'est donc ce qu'on a commencé à élucider un peu dans l'article publié l'année dernière.
où du coup je vais vous présenter quelques résultats, mais surtout la suite de ce projet. Et du coup, dans ce projet, on a utilisé des cochons ibériques qui sont très utilisés pour mimer les maladies métaboliques chez l'homme. Ces cochons ont été nourris avec un régime faible en gras, donc à 3%, ou moyennement enrichi en graisse à 12%. Donc ce n'est pas un régime obésogène. Le but, c'était d'augmenter l'alimentation sans induire une obésité pour voir l'effet d'un régime intermédiaire. On a fait différentes analyses métagénomiques et métabolomiques le long du tractus digestif et également au niveau de la bile. Et j'ai ensuite pu compiler un peu toutes ces données au niveau bioinformatique et les comparer à deux databases humaines, donc GMIM et Metacardis, qui sont des cohortes humaines présentant des patients sains également atteints de différents troubles, que ce soit l'obésité ou du diabète de type 2. Et donc concernant les résultats de cette étude, au niveau du métabolome, on a vu de nombreuses altérations avec des métabolites qui vont être enrichis chez les cochons moyennement enrichis en graisse, qui pouvaient mimer ce qu'on observe chez les personnes atteintes d'obésité. Mais je ne vais pas trop le développer ici, et je vais plus me concentrer sur le microbiote intestinal. Et donc pour étudier le microbiote intestinal, c'est d'abord crucial de regarder la composition et la structure globale en utilisant l'alpha et la bêta-diversité. Donc ici, on peut voir deux indices mesurant l'alpha-diversité. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une augmentation significative au niveau de l'intestin grêle de cette alpha-diversité et plutôt une diminution au niveau des segments plus distaux, donc au niveau du côlon et des fesses, que ce soit pour les mâles et les femelles. Et ces résultats sont très intéressants parce que quand on regarde les deux cohortes humaines, on observe des tendances très similaires, c'est-à-dire cette augmentation au niveau proximal, donc de la salive et du jéjunum, et cette diminution au niveau des fesses. De plus, quand on regarde la composition en regardant la bêta-diversité, on voit encore qu'on a une altération significative de cette composition le long du tractus digestif, donc à la fois au niveau de l'intestin grêle que des fesses. Donc cette augmentation de graisse lipidique va venir mimer ce qu'on observe chez des personnes atteintes d'obésité. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de voir au niveau plus mécanistique comment on a des altérations, et du coup, quels sont les métabolites qui ont un rôle. Et du coup, c'est dans ce cadre qu'on a réalisé une collaboration avec le PPR PGN Shaping Host, porté par Ivo Boneka et Richard Wheeler, qui étaient un peu plus spécialisés que nous dans le peptidoglycane. Et du coup, au niveau du peptidoglycane, on peut observer ici, donc, vite fait, les différentes étapes de synthèse du peptidoglycane au niveau intracellulaire, la translocation et le remodelage au niveau extracellulaire. Et ce qui est vraiment intéressant ici, ce sont les flèches violettes et oranges qui correspondent aux modifications significatives des gènes impliqués dans la synthèse et le remodelage du peptidoglycane, donc en comparant les cohortes altérées, donc soit obèses, soit avec un régime enrichi en gras, comparé au groupe contrôle. Et on peut voir qu'on a des altérations très similaires entre les cohortes humaines et porcines. Donc encore une fois, cette augmentation légère de la graisse alimentaire va venir mimer ce qu'on cherche chez les personnes atteintes d'obésité. Et ces altérations sont en faveur du potentiel relargage de fragments pro-inflammatoires de peptidoglycane, donc des fragments pouvant se fixer sur node 1 et induire une augmentation des cytokines pro-inflammatoires, une résistance à l'insuline et différents troubles. Et pour un peu vérifier ces différentes corrélations, on a vérifié les corrélations entre les fragments du peptidoglycane, enfin plutôt les enzymes liés au remodelage du peptidoglycane et le phénotype de l'hôte, donc à la fois au niveau du porc. Donc ici, chaque colonne correspond à un segment, et donc chaque colonne correspond aux différents gènes remodelés, modifiés dans ce segment, corrélé avec la lipocaïne 2 au niveau des fesses, qui est un marqueur de l'inflammation. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une corrélation significative entre la modification des gènes liés au peptidoglycane et à la lipocaïne 2 au niveau des fesses, donc cohérent avec la localisation. Donc le peptidoglycane viendrait peut-être moduler le phénotype au niveau local, mais aussi également des modulations au niveau plus systémique, notamment avec des corrélations avec l'HDL au niveau du sang dans la cohorte porcine, mais différentes également corrélations avec différents phénotypes chez la cohorte humaine, que ce soit des graisses alimentaires, la résistance à l'insuline, des marqueurs de l'inflammation au niveau du sang. Et donc pour conclure globalement sur le projet qui a été publié et la suite, donc une légère augmentation de la graisse alimentaire vient remodeler à la fois le métagénome et le métabolome de l'hôte, avec une diminution de bactéries jugées comme bénéfiques, une augmentation des différents lipides. Toutes ces altérations étaient corrélées avec notamment des altérations liées au phénotype, au métabolisme bactérien. Par exemple, les corrélations entre lactobacillus johnsoni et l'ornithine, et lactobacillus johnsoni peut synthétiser et sécréter de l'ornithine. De plus, on a également vu qu'on avait une altération des voies métaboliques, notamment avec une augmentation du relargage potentiel de fragments de peptidoglycane pro-inflammatoires.
Et même si on n'avait pas encore d'altération du phénotype, toutes ces modifications du microbiome étaient corrélées avec des altérations précoces du phénotype de ces cochons. Donc, ce qui voudrait dire que le mode de vie et notamment l'alimentation viendrait modifier le microbiote et le microbiome de l'intestin grêle, qui viendrait réguler les segments plus distaux. Toute cette modification viendrait entraîner la libération de différents composés et métabolites bactériens, pouvant à la fois impacter au niveau local et systémique après une translocation dans le sang les différents marqueurs de l'hôte et entraîner le développement des différentes maladies inflammatoires ou métaboliques par la suite. Et donc, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont pu être impliquées à la fois dans cet article, dans le projet PEPR Gemini et dans le PEPR PGN chez Microps. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Oui, merci pour la présentation. Je voulais savoir si vous... Ouais, vous m'entendez bien. Si vous allez vous intéresser aussi un petit peu au LPS, ce que vous avez regardé sur le peptidoglycane, si vous comptez faire la même chose avec le LPS et les voies de synthèse, etc. Alors beaucoup moins, parce que du coup le LPS c'est un peu, enfin pas surétudié, mais c'est énormément étudié. Il y a déjà énormément d'informations dessus, alors que le peptidoglycane est beaucoup moins étudié actuellement, que ce soit ses corrélations avec les maladies inflammatoires métaboliques ou ses altérations par le mode de vie. Et du coup pour l'instant on va plus se focaliser sur le peptidoglycane, mais évidemment tous les métabolites et composants bactériens, on va un peu les étudier et voir quels sont les plus prometteurs. Moi, j'avais une toute petite question. Vous avez mentionné que c'était un régime qui était non obésogène, mais peut-être sur le court terme. Et je me demandais sur le long terme, finalement, est-ce que finalement, vu qu'à la fin, ça mime quand même chez l'homme des phénotypes d'obésité, est-ce que sur le long terme, chez ces porcs, ça pourrait être... On peut supposer que oui, parce qu'on va avoir différentes altérations du microbiome qui vont s'installer, qui vont libérer différents métabolites, qui vont de plus en plus sécréter différentes choses et altérer de plus en plus le phénotype. Et donc, à la longue, oui, entraîner le développement de différentes maladies. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est des altérations précoces, mais on imagine qu'une accumulation de ces altérations précoces entraîne le développement de différentes maladies métaboliques et inflammatoires, telles que l'obésité. Vous avez regardé des porcs de 10 semaines. D'un point de vue développement, ils sont considérés majeurs, enfin... Pré-puberté, post-puberté, on est comment par rapport? Post-puberté, et après on les a nourris pendant 12 semaines. Merci beaucoup. Merci, on peut les applaudir. Merci beaucoup.